Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bon, recruter efficacement aujourd'hui. On sait que c'est devenu un vrai casse-tête, un marché hyper concurrentiel, des talents qui se font parfois très rares dans certains secteurs, et puis cette pression constante pour trouver la bonne personne, et vite. Face à ça, il y a une option qui gagne du terrain. C'est d'externaliser son recrutement, le fameux RPO, la Recruitment Process Outsourcing. La question c'est, est-ce que c'est la solution miracle ou une fausse bonne idée? C'est exactement ce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. On a plusieurs documents sous la main, des articles, des analyses, des retours d'expérience qui abordent ça sous différents angles. Notre mission, si on peut dire, plonger au cœur de tout ça pour extraire l'essentiel, comprendre les bénéfices réels, identifier les pièges et surtout voir dans quelles conditions ça peut marcher. Alors, allons-y pour cette analyse. Juste pour être clair, quand on parle d'externalisation du recrutement, de quoi s'agit-il exactement? C'est simple. On confie à un prestataire externe, un spécialiste, tout ou partie de son processus d'embauche. Et ce tout ou partie, c'est important. On peut imaginer plusieurs niveaux. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'externalisation partielle. Là, l'entreprise délègue seulement certaines étapes, souvent les plus longues ou celles qui demandent une expertise pointue, le sourcing par exemple, ou la présélection des CV, peut-être les premiers entretiens rapides. L'idée, c'est de garder la main sur le stratégique, définir le besoin, la décision finale, et de déléguer le chronophage. Et puis, à l'opposé, on a l'externalisation complète. Là, c'est tout le processus qui est transféré, de A à Z, de l'analyse du besoin jusqu'à l'intégration du nouveau collaborateur. C'est une démarche plus forte que choisissent souvent des boîtes sans RH dédiées ou alors pour gérer des gros pics de recrutement, quoi. C'est ça. Et pour faire ce travail, les prestataires sont assez variés en fait. On a d'abord les cabinets qu'on appelle généralistes. Eux, ils sont polyvalents, ils peuvent intervenir sur plein de postes, plein de secteurs. Leur force, c'est cette adaptabilité. Et puis à côté, on trouve les cabinets ultra spécialisés. Alors là, c'est pointu. Ils sont focalisés sur un secteur, la tech, la pharma, la finance, ou même une fonction, type les commerciaux, les cadres dirigeants. Ce qui est assez fascinant avec eux, c'est leur connaissance hyper fine des métiers, des compétences, même des salaires du marché. Ils ont souvent des réseaux de candidats très qualifiés, difficiles à atteindre autrement. Leur vraie valeur ajoutée, elle est là, dans cette niche. Les chasseurs de tête pour les hauts postes, par exemple, c'est un peu ça, non? Exactement, c'est un très bon exemple. Et puis, il y a une troisième catégorie qui monte, ce sont les plateformes en ligne. Elles mélangent un peu de technologie et humain. C'est-à-dire qu'elles vont utiliser l'automatisation, l'IA pour certaines tâches, trier des milliers de CV, faire un premier matching. Mais elles gardent un accompagnement humain pour les étapes importantes. L'évaluation plus poussée, le conseil, la négo. C'est un modèle hybride en fait, qui essaie de combiner les avantages des deux. D'accord. Donc, un paysage assez diversifié. Mais alors, pourquoi cette tendance? Pourquoi on externalise? Quels sont les avantages concrets qu'on retrouve dans les sources? Le premier truc qui revient tout le temps, c'est le gain de temps. Et pas juste un peu, hein. Certaines analyses parlent de libérer 30, voire 40% du temps des équipes RH en interne. Ce qui leur permet, du coup, de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Développement des compétences, gestion de carrière. Oui, et ce gain de temps, il est aussi un impact direct sur la rapidité du recrutement lui-même. Faut pas oublier que dans certains secteurs, les bons candidats y restent pas longtemps sur le marché. Quelques jours parfois. Donc, un processus rapide, bien mené par un pro, ça devient un vrai avantage pour attraper ses talents avant les autres. Autre avantage majeur qui ressort, l'accès à une expertise pointue. Les recruteurs externes, c'est leur métier. Ils maîtrisent les techniques de sourcing, d'évaluation, mais ils connaissent aussi le marché, les bassins d'emploi, ce que veulent les candidats. Ce qui est intéressant, c'est que ça va au-delà des compétences techniques. Les sources montrent que certains cabinets sont très forts pour évaluer les fameux soft skills, l'adéquation culturelle, avec des méthodes spécifiques que peu d'entreprises ont en interne. On parle même de réduire les erreurs de casting liées à ça. C'est un point essentiel. Au-delà de la technique, trouver quelqu'un qui va bien s'intégrer, qui partage les valeurs, c'est clé pour qu'il reste. L'expert externe peut aider à objectiver un peu cette partie, qui est souvent très subjective quand on fait ça en interne. Et puis, troisième gros avantage, l'élargissement du vivier de candidats.
Les cabinets ont leur propre base de données, souvent énorme. Mais leur vraie force, c'est surtout leur capacité à aller chercher les candidats passifs, ceux qui sont en poste, qui ne cherchent pas activement, mais qui pourraient être intéressés si on leur présente la bonne opportunité de la bonne manière. Ça, pour les postes difficiles ou les profils rares, c'est crucial. Tout à fait, mais attention, l'accès à ces candidats passifs, ça garantit pas tout. Les sources insistent beaucoup sur la qualité de l'approche. Un message bateau, un peu maladroit, et hop, on peut griller un super profil. La compétence du recruteur externe, c'est aussi de savoir personnaliser, de comprendre ce qui motive vraiment le candidat, de lui vendre le projet intelligemment. C'est de la dentelle, quoi. Ça m'amène à un point qui m'a un peu surpris dans les sources lues, la possible réduction des coûts. On s'imagine souvent que faire appel à un cabinet, ça coûte cher. Ah oui, ça c'est l'idée reçue classique. Et c'est vrai, une mission de recrutement, ça a un coût direct, bien sûr. Mais si on regarde le tableau complet, ce qu'on appelle parfois le coût total d'acquisition d'un talent, l'image peut être différente. Il faut compter le temps passé par les RH, par les managers, le coût des outils, les job boards, les logiciels ATS, les frais d'annonce, et surtout le coût d'une erreur de recrutement. Et ça, c'est souvent sous-estimé. Ça peut coûter plusieurs mois de salaire facile. Donc, si on compare tout ça avec le coût du prestataire, qui est souvent un forfait ou un pourcentage du salaire, eh bien, l'externalisation peut devenir rentable. Surtout pour des besoins ponctuels ou des recrutements en grand nombre ou très spécifiques, où monter l'expertise en interne coûterait une fortune. Exactement. Mais il faut rester prudent quand même. Ce n'est pas systématiquement moins cher. Il faut vraiment regarder au cas par cas. Le coût va dépendre du type de mission, du cabinet choisi et aussi du temps que l'entreprise devra quand même passer en interne pour briefer, suivre le partenaire. Il n'y a pas de règle absolue, mais l'idée que c'est toujours plus cher, ça mérite d'être nuancé. Ok, mais évidemment, externaliser, c'est pas sans risque non plus. Parlons un peu des inconvénients, des points de vigilance qu'on a trouvés dans nos lectures. Le premier, c'est la perte de contrôle sur le processus. Quand on délègue, on est moins dans la boucle au jour le jour. Et ça peut créer des frustrations si les délais dérapent, si on communique mal ou si les profils qu'on nous présente sont à côté de la plaque. C'est un risque, oui, si la collaboration est mal cadrée au départ. C'est pour ça qu'une communication hyper transparente, des points réguliers et des indicateurs clairs, des KPI, c'est essentiel pour rester aligné et éviter les mauvaises surprises. Externaliser, ça ne veut pas dire abandonner le pilotage. Un autre risque souvent mentionné, et vous l'avez un peu abordé, c'est la méconnaissance de la culture d'entreprise par le prestataire. Même avec le meilleur brief du monde, le consultant ne vit pas la culture de la boîte au quotidien. Du coup, il peut y avoir un décalage dans la sélection, peut-être privilégier trop la technique au détriment du savoir-être, de l'intégration dans l'équipe. Ça, c'est sans doute le risque le plus délicat, oui. Pour le réduire, il faut vraiment que l'entreprise investisse du temps au début pour immerger le partenaire dans sa culture. Pas juste avec des documents, mais par des échanges avec les équipes, des rencontres. Faut que le consultant sente un peu l'ambiance. Et puis, l'implication des managers dans les dernières étapes d'entretien, c'est crucial pour valider cette partie culturelle. On voit aussi des alertes sur les coûts cachés, la dépendance. Le contrat de base peut sembler clair, mais attention aux avenants, aux petites prestations en plus qui sont facturées. Faut vraiment bien tout définir dès le départ. Et puis, être trop dépendant d'un seul cabinet, ça peut être risqué si on veut changer de stratégie ou si le partenaire décide d'augmenter ses prix. Là-dessus, la clarté du contrat, c'est la base. Non négociable. Tout doit être écrit noir sur blanc. Le périmètre exact, ce qui est attendu, les indicateurs, les prix, les conditions de sortie. Et pour la dépendance, on peut la gérer en ayant peut-être plusieurs partenaires pour différents types de besoins ou en gardant quand même un minimum d'expertise en interne. Dernier risque, et pas des moindres, la confidentialité. Forcément, on partage des infos sensibles. La stratégie de l'entreprise, les postes ouverts, les compétences clés, parfois les salaires. C'est une vraie préoccupation, surtout dans des secteurs où la concurrence est rude. Oui, le choix du partenaire est encore une fois hyper important ici. Il faut s'assurer de son sérieux, de comment il protège les informations. Des clauses de confidentialité dans le contrat, c'est évident, mais la confiance et la réputation du cabinet comptent tout autant. D'accord, donc des risques existent, mais ils semblent gérables si on est rigoureux. Alors, comment on fait pour que ça marche? Quels sont les facteurs clés de succès qui ressortent? Le premier, sans surprise, c'est de bien choisir son partenaire. Et ça va au-delà de la plaquette commerciale. Faut creuser quelle est leur vraie expertise sectorielle, vérifier les références clients, comprendre leur méthode de travail et surtout rencontrer les consultants qui vont vraiment bosser sur la mission.
Le contact humain, ça compte. C'est absolument fondamental. Se tromper de partenaire, ça peut coûter très très cher. Et pas seulement financièrement. Faut prendre le temps de bien choisir, quitte à tester plusieurs cabinets sur une première mission. Deuxième clé, un cahier des charges ultra précis. Ce document, ça doit être la Bible de la collaboration. Il détaille pas seulement le profil, compétences techniques, comportementales, expérience, mais aussi le contexte du poste, la culture, les délais, le budget et comment on va travailler ensemble. Qui fait quoi? Qui valide? À quelle fréquence on se parle? Quels résultats on attend? C'est ça. Plus le brief est clair et complet au début, moins il y aura de flou et de malentendus après. C'est un investissement en temps au départ, mais ça fait gagner beaucoup de temps et d'efficacité par la suite. Troisième point crucial, garder un suivi actif et régulier. Externaliser, c'est pas juste déléguer et attendre. Faut mettre en place une routine de communication. Des points chaque semaine au début, puis peut-être tous les 15 jours. Pour faire le point, donner un retour rapide sur les candidats, ajuster si besoin. C'est un vrai partenariat. Et ce suivi, ça permet aussi de vérifier que le prestataire reste bien aligné sur les priorités de l'entreprise, qui peuvent changer en cours de route. C'est une boucle de feedback continu, ça garde le processus agile. Et enfin, une dernière clé qui revient souvent, ne pas désengager les équipes internes. Surtout les managers qui vont recruter au final. Leur implication pour valider les candidats présélectionnés et surtout pour les entretiens finaux, c'est indispensable. Pour être sûr que le candidat colle aux besoins réels du terrain et à l'équipe. Tout à fait. Le manager, c'est souvent lui le mieux placé pour juger l'adéquation technique fine et le potentiel d'intégration. Et puis, si le manager adhère au choix, c'est aussi une garantie pour que l'intégration se passe bien après. Une externalisation réussie, c'est une collaboration à trois. RH interne, managers et prestataires. Ok, avec tout ça en tête, la question reste, quand est-ce qu'il faut vraiment externaliser et quand c'est mieux de garer ça en interne? Les sources donnent quelques pistes. L'externalisation, ça semble particulièrement adapté pour les PME ou les ETI qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une grosse équipe de recrutement interne spécialisée. Oui, ça leur donne tout de suite à une expertise et une capacité de recherche qu'elles auraient du mal à développer seules, ou alors ça coûterait très cher. C'est un levier pour grandir ou se structurer vite. C'est aussi une bonne solution pour gérer la flexibilité. Faire face à des pics d'activité, accompagner l'ouverture d'un nouveau site, recruter plein de monde d'un coup pour un projet. Le prestataire apporte cette capacité d'action rapide, ponctuelle, sans alourdir les structures internes à long terme. Et bien sûr, pour les missions de chasse très spécifiques, trouver des profils très rares, des experts techniques pointus, des dirigeants. Là où le réseau et les méthodes d'approche directe d'un cabinet spécialisé font vraiment la différence. Et à l'inverse, quand est-ce qu'il vaut mieux garder ça en interne? Clairement, quand l'entreprise a déjà une équipe RH ou recrutement solide, compétente et bien outillée, avec un bon logiciel de suivi des candidatures par exemple. Si l'équipe connaît bien ses marchés, sait attirer les talents, alors l'internalisation peut être plus efficace et moins chère pour les recrutements réguliers ou les profils plus standards. Les questions de confidentialité peuvent aussi peser dans la balance. Pour des postes très stratégiques ou dans des secteurs ultra sensibles, garder le contrôle total en interne, ça peut être perçu comme plus sûr. Et puis, il y a la dimension marque employeur et expérience candidat. Si une entreprise met beaucoup d'énergie dans son image employeur et veut maîtriser de A à Z le parcours du candidat, le message qu'on lui envoie, l'internalisation permet ce contrôle total. Mais bon, ça demande d'avoir les ressources pour offrir une super expérience, surtout si on recrute beaucoup. On voit bien que le choix n'est pas simple en fait. Pas de réponse unique. Non, exactement. La décision dépend vraiment du contexte de chaque entreprise. Sa taille, sa maturité RH, sa culture, ses objectifs business, les profils qu'elle cherche, son budget. Et de plus en plus, la solution la plus maligne, c'est ni 100% interne, ni 100% externe. C'est l'approche hybride qui gagne du terrain. C'est-à-dire concrètement. Par exemple, on garde en interne le recrutement des juniors ou des fonctions support qu'on recrute souvent, pour bien maîtriser l'intégration et la culture. Et on externalise les cadres, les experts rares ou les grosses campagnes de recrutement. Ou alors, on garde le sourcing et la présélection en interne, mais on confie l'évaluation approfondie à des spécialistes externes. L'idée, c'est de trouver le bon mix. Pour chaque type de besoin, on se demande où est la plus grande valeur ajoutée, en interne ou chez un partenaire. La vraie question devient comment on fait travailler intelligemment ces deux mondes ensemble. C'est une excellente transition pour notre synthèse. Si on devait résumer les points importants de tout ça, l'externalisation du recrutement, c'est une option stratégique. Ça peut offrir de vrais avantages. Gain de temps, expertise, accès aux talents, parfois optimisation des coûts.
Mais attention, c'est pas magique. Il y a des risques, perte de contrôle, décalage culturel, coûts cachés, confidentialité, et il faut les gérer sérieusement. Alors, qu'est-ce que ça implique pour une entreprise qui veut mieux recruter? L'implication principale, c'est que la décision, externalisée ou pas, et comment ça doit venir, après une vraie réflexion stratégique. Quels sont nos besoins exacts, nos capacités en interne aujourd'hui, nos priorités, vitesse, qualité, coût, contrôle? C'est cette analyse qui doit guider le choix. Et si on choisit d'externaliser, le succès repose sur 3 choses. Bien choisir le partenaire, définir très clairement comment on va travailler ensemble et piloter activement ce partenariat. C'est pas juste acheter une prestation, c'est construire une relation. Et pour finir, une petite pensée pour ouvrir un peu la réflexion. Peut-être que ce débat, interne contre externe, est déjà un peu dépassé, non? Si la vraie question pour demain, c'était plutôt comment la fonction RH peut évoluer pour devenir une sorte d'architecte du recrutement, capable d'orchestrer intelligemment un mix de ressources internes, de partenaires externes spécialisés et d'outils techno comme l'IA pour créer un processus global plus agile, plus efficace et peut-être même plus humain. Vaste sujet. Voilà qui conclut notre exploration détaillée sur les enjeux de l'externalisation du recrutement. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.